Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et bienvenue dans ce retour sur l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones. L'épisode s'appelle donc Stormborn, j'imagine qu'il sera centré sur Daenerys. Du coup, soit elle est prépondérante dans l'épisode, soit elle va faire un truc tellement important que ça méritera que l'épisode porte son nom. Je m'attends, personnellement, à une bataille entre elle et Euron Greyjoy et sa flotte. Et si j'ai raison, ça promet du beau spectacle. J'ai 55 minutes là sur mon fichier. Je sais pas si l'épisode fait véritablement 55 minutes. À mon avis, il est plus long. C'est juste que, comme je le regarde en VF, il me semble que OCS, c'est ça qui traduit, enfin qui s'occupe de l'adaptation, diffuse les épisodes en vitesse légèrement accélérée pour pouvoir caser plus de pubs. Bon, c'est pas forcément génial, mais j'aime bien la VF de Game of Thrones, alors je suis prêt à faire ce sacrifice. Donc quand je ferai mon résumé là tout à l'heure après le visionnage de l'épisode, je baserai mes calculs de mes minutages sur cette version là qui fait 55 minutes 45, voilà. Si jamais il y en a qui veulent fact-checker tout ce que je dis, voilà, au moins sachez que je pars sur cette base là. Bien, sur ce, je ne sais pas s'il y a vraiment grand chose à dire de spécial puisqu'on a tout dit dans le retour sur l'épisode précédent, dans la partie prédiction. Donc je propose qu'on passe directement au visionnage. C'est toujours Peter Dinklage qui est crédité en premier alors que maintenant c'est un perso secondaire dans la série. Je sais pas si c'est une bonne chose. Parce que je sais que le peuple n'aura jamais meilleure chance que vous. Tu t'en sors vachement bien. Regardez-moi en face comme aujourd'hui et dites-moi en quoi je me trompe. J'en fais le serment, ma reine. Faites que ça arrive. Nous venons de décider de pardonner à ceux qui ont choisi de servir le mauvais roi. Qu'on envoie un corbeau dans le nord. Que l'on dise à Jon Snow que sa reine l'invite à se rendre à Père-Dragon. Ah ouais, carrément, sous cette tournure. Et à ployer le genou. Bien. Bien. C'est une phrase qu'il m'a dite la nuit où on s'est rencontrés. Tu le connais mieux que personne. Ton avis? C'est techniquement toujours ton mari d'ailleurs. La reine aura besoin d'un nouveau gouverneur du Sud. Je ne vois pas qui serait plus apte que Randyll Tarly. L'affection, c'est trop étendu. Si vous étiez un roturier, je vous ferais mener à Valyria dans l'heure pour passer le reste de vos jours avec les hommes de pierre. En tant que chevalier ouin, je vous laisse un répit d'une journée. Ah oui, oh, bah, quelle gentillesse. Ce que vous faites de votre temps vous regarde. D'accord. Tu pars demain. Oh, vous allez plus être Tu me ensemble. dire au revoir. Bon, faites-vous un bisou là, merde. Merci, voilà. Ah, bordel. Vous ne mourrez pas aujourd'hui, Sir Jorah. Non, le mec lui a donné 20 ans à peu près. Buvez ceci. Ok, ça c'était pas mal. Si on vous entend hurler, nous serons mal en point. Le mec il a même pas le droit de se plaindre. Ah, ça suppue en plus. Merde. Ah, ça c'est juste une écaille quoi. On dit que ces dragons sont encore plus grands que ces dégones. Le retour de tourte chaude. Le secret, c'est de laisser roussir le beurre avant de faire la pâte. En général, les gens le font pas parce que ça prend trop de temps. Moi j'oublie souvent. Tourte depuis quand c'est vu? Une ou deux. C'est incroyable que tu sois ici. T'as rencontré la grande
Ok. Donc elle abandonne son projet d'exécution de Cersei pour voir sa famille. Ça va, en fait, elle est pas aussi sans cœur que ça. C'est même presque étonnant. C'est dans le Nord que nous avons besoin du roi du Nord. Au pire, on voit quelqu'un d'autre que toi. Vous m'avez donné ma couronne, Envoie Brienne. mais je dois prendre ce risque. Alors envoie un émissaire. N'y va pas toi-même. Daenerys est une reine. Seul un roi peut la convaincre de devenir à notre aide. Il faut que ce soit moi. Tu abandonnes. Le Nord est à toi. Regarde-le, mais regardez-le. Vous avez de nombreux ennemis, mon roi, mais je vous jure que je n'en fais pas partie. J'aime Sansa, comme j'ai aimé sa mère. Ça tu l'as demandé. Si Hein. vous touchez à ma sœur, Il va y avoir le sien quelque part. Nymeria, Sérieux? ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi? Je croyais que vous le trouviez mauvais. Je commence à lui découvrir une certaine qualité. Bah, Donc si quelqu'un s'approche trop de vous, Il serait peut-être obligé d'intervenir. pour tenir ce quelqu'un à distance. Jusqu'à ce que ses intentions soient claires. je trouve que les intentions sont claires. Pourquoi restes-tu si loin d'elle alors? Tu ne vois pas qu'une invasion étrangère est en cours. Laisse-le où il est. Allez, faites-moi arriver. Quel protecteur. Bon. C'était pas prévu. Mais bon, du coup, maintenant, il y a une bonne partie de l'armée de Daenerys qui est décimée, donc... Enfin, une bonne partie. Oui, enfin, une partie raisonnable, disons. Donc, sa descente aux enfers commence. Hein. Bien. Donc maintenant que c'est terminé, on va pouvoir passer à la partie analyse, la partie où je donne mon avis. Vous remarquerez que nous sommes dans un magnifique décor de cabane de jardin avec outils de jardinage et pots de fleurs derrière moi. C'est magnifique. C'est le seul endroit dans lequel je peux tourner au calme en ce moment. Donc, écoutez, on s'en contentera. C'est pas trop mal, c'est juste que je pense que je vais être envahi de moustiques d'ici la fin de la soirée. Donc si je me gratte furieusement dans la vidéo, vous saurez pourquoi. On a du boulot, on a du pain sur la planche. Déjà je vais faire quand même rapidement le débrief temporel de l'épisode. Du coup il faut que je me cache un peu comme ça, voilà. Donc l'épisode s'appelle Stormborn, il dure 56 minutes, en tout cas dans la version que j'ai regardée moi. On commence avec 8 minutes à Père-Dragon, 1 minute 30 seulement à Winterfell, puis 3 minutes 30 seulement aussi à Port-Réal, puis 2 minutes 30 seulement aussi avec Sam, pour revenir 1 minute 30 seulement à Port-Réal. 8 minutes 30 ensuite à une grosse séquence à Père-Dragon, 5 minutes de retour avec Sam, 3 minutes 30 avec Arya, c'est pas beaucoup, 7 minutes à Winterfell, suivi de 3 minutes avec Arya, et pour finir, une grosse baston navale de 8 minutes 30 que j'ai intitulé Greyjoy, parce qu'il y avait quand même majoritairement des Greyjoy des deux côtés de la bataille, donc c'est au moins c'est clair, on voit de quoi je parle. Ce qui fait, une fois qu'on additionne un petit peu toutes les intrigues comme ça mises bout à bout, 16 minutes 30 à Père-Dragon, qui est quand même la plus grosse partie de l'épisode, et encore, ça compte pas la bataille des Greyjoy qui fait théoriquement partie quand même du camp Daenerys.
Donc ils ont même eu un aspect prépondérant au-delà même de leur lieu de résidence. Ensuite on a, donc ça fait quasiment un tiers de l'épisode. On a ensuite Winterfell avec 8 minutes 30, Port-Royal au total fait 5 minutes, Sam au total fait 7 minutes 30, Arya au total fait 6 minutes 30 et les Greyjoy en font 8:30 pour leur bataille. Sachant que c'est très rare, enfin ça n'est pas arrivé depuis un long moment que l'intrigue à Port-Réal soit si peu développée dans un épisode. Là on a fait que 5 minutes, et encore c'est 5 minutes découpées en une partie de 3 minutes 30 et une partie d'1 minute 30, donc on est quand même sur quelque chose de très... c'est la disette en ce moment pour les séquences à Port-Réal. Donc écoutez, ça change, c'est bien, c'est pas mal. Et j'oubliais Bran et le limier qui sont absents de l'épisode, donc eux ils sont encore moins que Port-Réal puisqu'ils sont à 0 minutes. MDR. Et quand je vous disais qu'on avait du pain sur la planche, je me foutais pas de votre gueule puisque nous allons parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19 points. 19 putains de points, je crois que c'est un record. Jamais je n'ai eu autant de choses à dire sur un épisode, apparemment. Même moi ça me surprend parce que l'épisode me donnait pas vraiment une aura d'épisode vraiment prolifique en termes de points. Mais écoutez, quand j'ai fait ma fiche, j'ai utilisé les deux faces, ce qui n'était jamais arrivé. J'arrivais toujours à faire tout le résumé en un seul recto, et là j'ai dû utiliser les deux faces, et les deux faces entières. Quand même, merde. Donc je sais pas quelle sera la durée de cette vidéo, mais à mon avis, elle fait pas 40 minutes. On va commencer immédiatement, du coup il n'y a pas vraiment de raison de perdre du temps supplémentaire, donc on commence avec la confrontation entre Daenerys et Varys, puisque on débute à Père-Dragon sous une tempête, pardon, rien à voir. Et c'est pour ça, je pense que c'est le lien entre Stormborn, qui est le nom de l'épisode, et puis voilà ce qui se passe un peu. Ça commence dans une tempête, et ça finit dans une tempête aussi, mais on y reviendra à cette tempête-là. Les deux tempêtes ayant bien sûr un lien plus ou moins direct avec Daenerys. Et donc cette confrontation permet à Daenerys de faire face à Varys et de s'assurer de son... comment dire, de son soutien plein et entier, en le poussant un petit peu dans ses retranchements, en le menaçant de mort un petit peu au passage, parce que pourquoi pas, et en lui rebalançant dans la gueule un petit peu tout ce qu'il lui a fait subir, y compris la fameuse tentative d'assassinat de la saison 2, il me semble. J'ai trouvé ce dialogue vraiment très très bien mené, parce qu'on avait donc d'un côté Daenerys qui en faisait délibérément trop pour bien foutre la pression à Varys et pour le forcer à vraiment à s'excuser, à lui l'assurer de son soutien plein et entier, et à se chier un petit peu dans son froc au passage. Et puis on avait de l'autre côté Varys qui, comme à son habitude, manie extrêmement bien les mots, trouve la meilleure manière de placer ses arguments pour faire changer d'avis son interlocuteur, parce qu'il était quand même vachement mal barré dans la discussion, et il a réussi en étant honnête, pour le coup. Enfin, je pense qu'il a été honnête en disant « Oui, mais moi, si vous voulez, je viens du peuple, je représente le peuple, et la raison pour laquelle je vous suis, c'est parce que vous m'avez choisi, c'est pas parce que j'ai prêté allégeance à un tel ou machin, et donc, puisque c'est moi qui vous ai choisi, je vous suivrai jusqu'au bout, etc. » Donc c'était une excellente manière de répondre à l'argumentaire de Daenerys, et donc c'est un dialogue qui est extrêmement bien écrit, entre deux personnages qui savent ce qu'ils font et qui arrivent tous les deux à être en position de force dans un dialogue. Donc c'était vraiment très bien, j'ai bien aimé ce dialogue. La fin du dialogue est également extrêmement intéressante, puisque on voit Daenerys qui dit « Si jamais vous décidez que vous ne me soutenez plus et ne commencez pas à comploter contre moi, mais dites-moi que je me trompe, que je pars en couille, machin. Mais si jamais vous me trahissez, c'est moi qui vous tuerai. » Donc, et puis je sais plus si elle veut le brûler ou le massacrer. Je pense qu'elle veut le brûler avec ses dragons. Je sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais il me semble que c'est ça. Donc, on sent que Daenerys est en train de partir. On sent que
elle pourrait passer du côté obscur de la Force. Je sais pas si c'est certain qu'elle va le faire, mais en tout cas, tout est en place pour que ça se fasse. Si jamais Daenerys doit devenir une méchante, on a déjà un peu tout qui est aligné pour que ça se passe bien. Ça sortira pas de nulle part. Les gens pourront revenir dans les épisodes précédents, re-regarder les séquences et se dire « Ah mais merde, c'est vrai qu'elle a dit ça, j'aurais dû le voir venir et tout. » Donc, ouais, elle pourrait tout aussi bien ne pas basculer, mais ce serait beaucoup plus intéressant qu'elle bascule. Et qu'elle devienne folle comme son grand-père, pas son père, j'avais dit son père la fois dernière, je crois que c'est son grand-père. Bref, on s'en fout, le point important n'est pas là, ce qui est important c'est que si Daenerys bascule, il y a eu ce dialogue là pour qu'on puisse anticiper la chose, et il y a eu d'autres répliques avant, mais celle-là était quand même particulièrement concrète. C'est-à-dire que dans ce genre de série, quand tu commences par « si jamais il m'arrive nanana », en fait tu peux le traduire par « quand il m'arrivera nanana ». Parce qu'on n'est pas dans la vraie vie, on est dans une fiction écrite, et c'est ce genre d'enchaînement logique qu'on trouve dans ce genre d'œuvre-là. Il n'y a pas des lignes de dialogue comme ça qui sortent au hasard pour le simple plaisir de rythmer l'espace sonore. Chaque ligne de dialogue, normalement, est utile quand c'est bien écrit. Et Game of Thrones, c'est bien écrit. Donc voilà. Mais je le répète, au cas où je me trompe totalement et que Daenerys ne bascule pas dans le côté obscur, il n'y a rien qui est définitif. Il n'y a rien dans la mise en scène qui nous dit « elle va passer du côté obscur ». Au contraire, et c'est ça qui est bien, c'est que la série joue sur l'ambiguïté. Elle se dit « regarde petit téléspectateur, regarde un petit peu tout ce qu'on est en train de te faire subir là. Tu sais pas ce qui va se passer, parce qu'on te donne des indices comme quoi elle pourrait devenir une méchante, mais on te donne aussi des indices comme quoi c'est une femme modérée. Par exemple, dans son plan, elle veut encercler Port-Réal et pas tout buter pour, avec ses dragons et faire des victimes civiles. Donc, tu vois, il y a cette ambiguïté avec la série qui joue un petit peu sur les deux tableaux, qui te donne des indices dans un sens, dans un autre, pour te faire douter. Et ça, c'est génial quand ça marche, parce que là, ça marche. C'est cool. Suite à cette discussion, on retrouve un personnage que, si vous suivez un petit peu les retours et que vous avez regardé ceux de la saison 6, je ne m'attendais pas à revoir dans la saison 7, puisqu'il s'agit de Mélisandre, qui vient donc prêter, enfin pas vraiment prêter main forte à Daenerys, mais en tout cas elle vient essayer de faire avancer l'intrigue en lui demandant de rencontrer Jon Snow. Dans tout l'épisode d'ailleurs, d'une manière générale, d'un côté comme de l'autre, donc du côté de Jon comme du côté de Mélisandre, il va y avoir différents aspects de l'intrigue, différentes forces en place qui vont essayer de les faire se rencontrer tous les deux. Donc là c'est un premier indice du côté Daenerys, c'est Mélisandre qui vient lui expliquer que déjà que Jon Snow est roi du Nord, chose qu'apparemment les gens ne sont pas totalement au courant. Il y a pas mal de personnages qui vont apprendre ça dans cet épisode, enfin pas mal, il y en a deux, mais enfin pas deux d'ailleurs, il y en a plus que ça, y compris Tyrion notamment dans cette scène, en plus de Daenerys, et puis il y aura Arya plus tard, mais on y reviendra évidemment. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire de son personnage maintenant qu'elle est à Père Dragon, parce qu'il n'y a pas vraiment de truc important qui la relie à l'intrigue principale. Enfin, elle va rencontrer Davos quand Jon et lui arriveront à Père Dragon, et je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose entre elle et Varys, puisque Varys a quand même réagi fortement à sa venue. Alors, on comprend qu'il n'aime pas trop les prêtresses rouges, parce qu'il me semble que c'est elles qui lui ont coupé les parties, si je dis pas de conneries. Putain, j'ai un gros doute là soudain. Je ne sais plus, mais il me semble que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée soudain, mais c'est peut-être ça. Et c'est peut-être même encore pire que ça, c'est peut-être elle-même qui s'est occupée de Varys, parce qu'il faut se souvenir que Mélisandre, quand elle enlève son collier, c'est pas une petite jeunette de 34 ans. Même moins que ça d'ailleurs, l'actrice elle doit avoir moins que ça.
Je sais pas bien, enfin bon, voilà, elle est pas, c'est pas une petite jeunette, c'est une femme, c'est une créature même plus qu'une femme maintenant, au moins centenaire, j'irais même pluricentenaire, et probablement même millénaire. Enfin, millénaire ça fait chaud quand même, mais peut-être, on n'en sait rien. Donc à un moment dans sa vie, elle a pu s'occuper des roubignoles de Varys, c'est possible. Et si c'est ça, ben ça lui permettra d'avoir une dynamique avec un des personnages à Père Dragon en attendant que Jon arrive, parce que je pense pas qu'il arrivera dans l'épisode prochain. Là, la rencontre au sommet devrait avoir lieu, à mon avis, au moins dans l'épisode à l'épisode 4 au minimum, et probablement plutôt même à l'épisode 5. Parce que bah, faut faire le trajet quand même. Jon il peut pas se téléporter de Winterfell à Père Dragon, sinon il aurait déjà fait un petit tour à Port-Réal au passage, surtout que maintenant il y a de la neige sur les routes, enfin bon, à mon avis, je sais pas si on verra Jon voyager, mais à mon avis on va quand même marquer le passage temporel avant qu'il arrive à Père Dragon. Surtout que il va se passer des choses à Winterfell pendant ce temps-là, mais ça on y reviendra. Et moi qui pensais que Mélisandre allait être butée par Arya, eh ben ça va être un petit peu compliqué maintenant, parce que Arya elle est en route vers le nord, et pas du tout vers Père Dragon, donc je ne sais pas trop. Là, je pense que la mort de Mélisandre, en fait, c'est pas pour tout de suite. Moi je pensais qu'on en avait fini avec ce personnage, clairement non. Il y a un petit rappel à Azor Ahai au passage, avec Missandei qui précise que la personne dont parle cette prophétie pourrait tout aussi bien être une femme qu'un homme, et peut-être même qu'on va apprendre que ça peut être une femme et un homme à la fois, et que tu vois, Azor Ahai c'est plus un concept qu'une personne en elle-même, et que elle pourrait se trouver en deux personnes à la fois, et voilà, deux personnes qui ensemble constitueraient un poème de feu et de glace, par exemple, hein, Jon et Daenerys. Ou alors Jon tout seul et sa fidèle servante Daenerys. J'en sais rien. Puisqu'on parle de Daenerys, du coup, on peut se lancer sur le troisième point, qui est Daenerys et le roi fou affolent tout le monde, puisqu'on a successivement deux parties quand même assez courtes, à Winterfell puis à Port-Réal, de Jon puis Cersei qui réagissent à l'arrivée de Daenerys à Westeros, et leur réaction à tous les deux est plutôt négative quand même, hein, avec à chaque fois une référence à Rhaegar Targaryen, le roi fou, en disant bon bah c'est une Targaryen, elle est probablement comme son grand-père. Rappelez-vous la dernière fois que un Stark a été invité par un Targaryen, ce qui s'est passé. Rappelez-vous la dernière fois qu'un Targaryen a mis les pieds à Westeros dans le but de conquérir le trône de fer avec 3 dragons, ce qui est quand même extrêmement spécifique comme événement temporel à se rappeler. Bref, voilà, donc il y a... elle porte avec elle le lourd héritage de son passé, et de son grand paternel. Je sais plus, putain, j'ai un doute si c'est son père ou son grand-père. Il me semble que c'est son grand-père, mais je suis potentiellement en train de dire une énorme connerie. Corrigez-moi dans les commentaires si jamais je dis n'importe quoi. Mais ouais, j'ai jamais autant entendu le nom de Rhaegar Targaryen dans un épisode, hein, ou son surnom, le roi fou. Parce que là... il y a, on en parle dans l'intrigue de Daenerys, on en parle dans l'intrigue de Jon, on en parle dans l'intrigue de Cersei, je ne pense pas qu'on en parle dans l'intrigue de Sam, mais je serais même pas étonné de me tromper. C'est vraiment... le spectre de Rhaegar Targaryen plane au-dessus de Westeros. On sent que les gens ont vraiment été marqués par le règne de Rhaegar Targaryen, et qu'ils ont encore des séquelles mentales rien que d'entendre parler de son nom de famille, puisque lui il est mort, Rhaegar, mais pas sa descendance. Et là sa descendance elle revient et elle fait des actions qui sont curieusement assez similaires à ce qu'il a fait lui la fois dernière, donc voilà, on ressort le spectre du passé ressurgit. Et on sent bien que voilà, on sent que
le roi fou, c'est pas juste un titre qu'il a eu comme ça, juste pour déconner. Ou alors qu'il aurait eu parce qu'il serait homosexuel. Je sais plus quel roi de France a eu le surnom Le Foll. C'était peut-être un Henri. Henri quelque chose, le fou, ou le folle. Bref. Enfin, il a pas eu ce nom-là parce qu'il était teubé, il a eu ce nom-là parce qu'il était homosexuel. Bref, Rhaegar, c'était clairement pas un bisounours. Et tu sens que... Tu le sens bien dans cet épisode, quoi. Les gens ont peur de lui alors qu'il est mort. Et c'est uniquement sa descendance qui débarque. Cersei a d'ailleurs un discours très lepénien pour décrire Daenerys qui débarque avec ses dragons et surtout ses Dothraki et ses Immaculés. Tu l'entends bien, tu entends dans son discours oui, n'est-ce pas, cette femme qui débarque avec des milliers et des milliers d'étrangers qui vont venir opérer un grand remplacement et violer nos femmes et tous nous assassiner. Enfin voilà, c'est vraiment le discours de la peur de l'autre c'est l'angle d'attaque qu'elle a choisi pour rallier les bannerets des Tyrell à sa cause. Quatrième point, on apprend dans ce merveilleux passage, dans ce merveilleux dialogue, que les gens sont totalement au courant que c'est Cersei qui a fait péter le grand septuaire, mais ils s'en foutent. Ça va, ils vivent avec quand même, enfin, ils continuent leur vie. Voilà, cette femme a fait un massacre, elle a buté des gens qu'on n'avait pas vraiment de réelle raison qu'on n'avait pas vraiment de réelle raison de détester. Marjorie Tyrell et le Grand Septon étaient quand même des personnalités assez appréciées du peuple, généralement, en gros, de tout le monde à Westeros. Il y a certaines personnes qui ne l'aimaient pas, mais voilà, l'opinion populaire générale était quand même majoritairement en leur faveur. Là, le septuaire dans lequel ils étaient a pété, ils sont morts, on connaît leur assassin, mais on continue, enfin il n'y a pas d'insurrection populaire pour l'instant à Port-Réal. Moi je m'attendais à ce que ce soit un petit peu ça, la suite de leurs problèmes à Cersei et Jaime. Il y a toujours des gens comme Tarly là, qui viennent et puis qui disent quand ma reine m'appelle j'accours. Bref, il y a rien qui te choque dans les agissements de ta reine, non? On n'a pas besoin d'en parler. Faut que l'intrigue continue son cours. La série a manifestement pas du tout envie de traiter de ce gros point scénaristique là. Ben écoute, ok, on passe à la suite alors. Je parlais de Tarly il y a quelques secondes, on y vient donc, cinquième point, Lord Randil Tarly, il est pas si mal en fait, je veux dire, on était parti d'un mauvais pied, lui et moi, parce que c'était un connard envers Sam dans la fameuse scène du dîner dans l'épisode 6 de saison 6, mais... clairement, je veux dire, cet homme-là, il n'a pas que des défauts, il est même assez intéressant. Il y a tout un côté un peu noblesse. Bon, déjà, on apprend qu'il est bon au combat, bon, ça on savait, mais on apprend surtout qu'il a un code d'honneur qui s'impose un petit peu à lui-même, mais à raison, parce que c'est un peu ça, un code d'honneur. Il faut que les gens se l'imposent à eux-mêmes pour que ça marche. Donc voilà, il dit je suis un Tarly, c'est un nom qui veut dire que je peux pas non plus faire n'importe quoi dans ma vie. Donc lui il a choisi la loyauté, déjà, c'est pas mal. En général, la loyauté ça permet de s'en sortir assez bien dans Game of Thrones. Et puis bon, on apprend quand même que c'est un mec qui a des valeurs, quoi. Au premier rang desquelles la loyauté, il y a l'honneur aussi, et puis oui voilà, l'honneur, la volonté de ne pas salir le nom de sa famille en se comportant comme un sale traître. Donc c'est un mec qui en impose un petit peu, quoi. Même Jaime est légèrement impressionné dans sa rencontre avec lui. On sent bien qu'il aimerait bien l'avoir avec lui parce que ce serait un atout de poids. Et donc voilà, on est parti un petit peu du mauvais pied, lui et moi.
parce que dans sa scène d'introduction, il est vraiment présenté comme un connard, mais c'est parce qu'il était en train de manger avec sa famille, c'est peut-être pas l'environnement dans lequel il se sent le plus comme un poisson dans l'eau, si on veut, alors que là, il était dans quelque chose déjà de beaucoup plus officiel, de plus codifié, de plus strict, de plus... voilà, c'est de la politique, c'est un peu du champ de bataille aussi, c'est de la diplomatie éventuellement, voilà, donc ça c'est des trucs dans lesquels il est déjà, il se sent déjà beaucoup plus chez lui, donc on le voit plus à l'aise, plus humain déjà, et beaucoup moins comme un connard. Beaucoup moins. Même pas du tout. Alors la fin de la scène laisse un petit peu un suspense pour qu'on sache pas trop quelle est la décision qu'a prise finalement Randyll Tarly, s'il décide de rejoindre Jaime pour combattre contre son propre camp finalement, contre les Tyrell notamment, puisqu'ils font partie du camp de Daenerys, ou alors s'il décide de suivre ce camp-là et d'envoyer se faire paître les Lannister. Je pense plutôt qu'il va accepter de suivre Jaime et de se battre pour eux, parce que j'ai trouvé les arguments de Jaime quand même assez convaincants. Bon, il essaye de l'appâter avec un petit coup de « Eh, mais vous serez le gouverneur du Sud, vous avez pas envie un petit peu de monter en grade et tout, tac-tac comme ça ?» Je sais pas si ça a été son argument le plus percutant, mais en tout cas l'argument qu'il a sorti juste avant, qui est, bon, écoutez monsieur, la loyauté c'est bien, mais vous voyez clairement que la personne envers laquelle vous êtes censé être loyal a complètement perdu la boule parce qu'elle soutient quelqu'un qui ramène des sauvages, des Dothraki à Westeros. Clairement, quand une personne a fait ça, elle est plus saine d'esprit et on peut plus la suivre. Ça, à mon avis, ça a beaucoup plus dû faire mouche, parce qu'il doit avoir, tu sais, c'est un mec qui doit avoir un code de l'honneur assez strict dans sa tête, et faire alliance avec un ennemi qui ramène des sauvages sur ton continent à toi, ça doit pas faire partie des bons côtés de son code de l'honneur. Du tout. Donc à mon avis, rien qu'avec cet argument-là, il était déjà dans la poche de Jaime. Je peux me tromper, on verra dans les épisodes suivants. Je vais finir l'intrigue de Port-Réal avant de passer à la suite, parce qu'il y a eu tellement peu de choses à Port-Réal que, hop, on fait tout d'un coup, au lieu de suivre l'ordre chronologique de l'épisode, ce que je fais depuis tout à l'heure. Donc, l'autre séquence de Port-Réal, c'est lorsque Qyburn emmène Cersei dans les catacombes de Port-Réal pour lui montrer un petit peu déjà les squelettes des 3 dragons de Rhaegar Targaryen. Encore une fois, on reparle de ce mec, bien montrer que son spectre plane, et puis il montre une arme qui a été fabriquée par les forgerons de Port-Réal, qui est, en gros, c'est une grosse arbalète, quoi. C'est une arbalète à dragon, enfin une arbalète tellement... une baliste, en fait. C'est ça, une arbalète fixe... avec des roues qu'on peut mettre sur les remparts, ça s'appelle une baliste, ça a un nom. Donc c'est une baliste anti-dragon. Et ok, on voit que ça marche plutôt bien, ça a réussi à transpercer les os d'un dragon déjà mort, et probablement avec les os qui sont en état de décomposition avancée tellement ça fait longtemps qu'ils sont dans les catacombes, avec l'humidité et tout. Mais quand même, c'est pas des flèches de nains, donc je pense que cette scène est là pour nous avertir de la mort d'un dragon. Bon, déjà, ça nous empêche de nous dire bon, bah ça va, Daenerys, elle a gagné parce qu'elle a 3 dragons, donc forcément, ça va bien se passer pour elle. Non. Déjà, on remet en question le statut de dominante de Daenerys, rien qu'à la vue de l'arme, mais en plus de ça, je pense que ça va un petit peu plus loin et que ça nous tease la mort d'un des 3 dragons. Alors ce sera sûrement un des 2 dont on n'a rien à foutre là, hein, genre pas de Drogon. Je sais plus comment ils s'appellent les 2 autres parce qu'on a dû entendre leur nom qu'une seule fois dans la série, mais en gros, c'est un de ces 2-là qui mourra. Parce que je sais pas s'il y aura plus de pertes que ça, parce que ça va être un petit peu compliqué d'utiliser cette balise, enfin on peut en faire plusieurs, mais bon, contre une cible mouvante, volante, c'est quand même une arme assez lente,
qui prend du temps à recharger, qui est pas hyper précise. Donc je pense pas qu'elle ait le loisir de faire énormément de dégâts, mais quand elle en fera, elle en fera. Je pense que si un dragon qui se fait prendre, qui se mange une de ses lances, parce qu'avec à cette taille-là, on peut plus vraiment appeler ça des flèches, il est mort. Et décès immédiat, enfin pas immédiat, mais décès du dragon. Ou d'autres choses. Ça peut être, je sais pas, ils peuvent décider de pointer leur baliste vers le sol pour attaquer aussi les êtres humains, ou les géants, ou enfin des géants il n'y en a plus, mais voilà. Bon, vous me comprenez. Ça touchera pas grand chose, mais quand ça touchera, putain ça touchera. On passe à l'intrigue de Sam, et comme pour Port-Réal, je vais faire toute l'intrigue de Sam d'un seul coup, parce que, bon, finalement, il n'a pas tant d'écran que ça, et il se passe pas tant de choses que ça à Villevieille, donc on va faire tout d'un coup, et puis ensuite je recontinuerai de m'occuper de l'épisode dans l'ordre chronologique. Donc déjà on va commencer par le cut chelou qu'il y a eu entre la question de Jamie et puis Sam à Villevieille. Puisqu'on a Jamie qui dit « Je ne vois pas qui d'autre, Lord Darly à part vous, pourrait finir gouverneur du Sud. » Et là, paf, cut sur Sam, qui est un Tarly aussi, bizarrement. Alors, est-ce que c'est pour faire un lien entre Randyll Tarly et son fils, ou est-ce que c'est vraiment pour faire un lien par rapport à la phrase que vient de prononcer Jamie, qui est vraiment la dernière phrase juste avant le cut, qui est « Je ne vois pas qui d'autre à part vous pourrait finir gouverneur du Sud. » Et là, bam, on voit Sam. Est-ce que ça voudrait dire que Sam va finir gouverneur du Sud? C'est vrai que je vois difficilement qui d'autre pourrait prendre ce poste, parce que dans le Sud, il y a quoi? Il y a les Tyrell, mais ça m'étonnerait qu'Olenna Tyrell voit la fin de la série. Enfin, arrive vivante à la fin de la série. Il y a Dorne, mais à mon avis, il y a très peu de Dorniens qui vont finir la série aussi. Il y a éventuellement... je crois qu'il doit y avoir autre chose, à part les Tyrell et Dorne. Il y a une chaîne de montagnes, là, il y a les... Je sais plus comment s'appelle cette zone-là, mais il n'y a aucun personnage important qui en émane. Donc finalement, c'est pas impossible que Sam finisse gouverneur du Sud. Ce serait... Moi, je le voyais finir archimestre à la citadelle de Villevieille. Mais il pourrait tout aussi bien finir gouverneur du Sud, c'est pas impossible. Et donc, 8e point, on va parler donc cette fois-ci de la véritable intrigue de Sam dans cet épisode, qui est la guérison de Jorah. Donc ça se fait en 2 temps. Déjà, on a Jorah qui est un petit peu condamné par l'archimestre qui lui dit bon bah écoutez, là la maladie est dans un stade tellement avancé que on peut plus rien faire. On va vous donner une journée pour décider de ce que vous allez faire, mais dans une journée on vous envoie dans la ville là où on stocke tous les gens qui ont la grise écaille, et puis il y a un plan un petit peu appuyé sur l'épée de Jorah, genre en gros si je vous file cette journée c'est pour que vous vous suicidiez quoi. Pour que vous partiez de manière noble, puisqu'il a dit vu que vous êtes de haute naissance, je vous laisse un jour, sinon je vous aurais envoyé là-bas sur l'heure. Donc en gros, là il lui laisse une journée parce que c'est un noble, pour qu'il s'en aille comme un noble, c'est-à-dire en se transperçant de sa propre épée pour pas finir sa vie dans le déshonneur et la désolation de se faire ronger par une maladie aussi dégueulasse que la grise écaille. Mais Sam ne l'entend pas de cette oreille et il décide donc de sauver Jorah en utilisant une technique un petit peu expérimentale et qui n'a même pas fonctionné sur l'inventeur de cette technique, puisque l'inventeur de cette technique est mort de la grise écaille. Donc voilà, il tente un truc.
Il va voir Jorah, il lui dit c'est ça ou la mort. Jorah dit ok, bon bah c'est ça alors. Et puis elle attaque en avant. Alors c'est très douloureux à voir, hein, c'est pas vraiment la partie la plus agréable de l'épisode. On s'attaque quand même, enfin on enlève des morceaux de peau plein de pu à un mec. Donc c'est pas... voilà, en plus l'acteur qui fait Jorah, dont j'ai oublié le nom, Ian Glenn, Lane Glenn, je crois que c'est ça son nom. Ou Lane Glenn, ouais, je crois que c'est ça son nom. Enfin bref, cet acteur joue merveilleusement bien le mec qui souffre. En général, c'est quand les acteurs jouent la souffrance qui sont les plus... qu'on se rend compte de la qualité de leur jeu. Ben là c'est exactement ça. C'est Jorah qui souffre, il le fait très bien. C'est très empathique comme jeu. On sympathise tout de suite avec lui. On ressent pas la même chose, mais on a mal pour lui quand même. Un peu. Donc là il est presque guéri parce qu'il faut qu'il se fasse enduire de pommade aussi. Bon, j'imagine que ça a été fait hors champ. Et donc Jorah est supposément guéri. À mon avis il va quand même rester en convalescence à Villevieille pendant quelques épisodes. Le temps que sa peau se reforme. Parce que sa peau s'est transformée en pierre. Et donc Sam a été obligé de lui enlever des morceaux de peau. Hein. C'est ça qu'il a fait dans la séquence. Donc tu te balades pas comme ça sans peau dans Westeros tranquille, il faut que ta peau se reconstruise, donc à mon avis il va devoir rester quand même quelques jours à Villevieille, et peut-être d'ailleurs que l'archimestre voudra pas prendre de risque et qu'il insistera quand même pour l'envoyer là-bas, et que donc il s'évadera de Villevieille avec l'aide de Sam, sûrement. Oui, parce que j'ai pas dit, mais la raison pour laquelle Sam se décide à aider Jorah, c'est parce que Jorah est un Mormonte. Et donc Sam est un fan des Mormontes, puisqu'il y avait il y avait quelqu'un à Château Noir. Merde, comment il s'appelait ce mec? Bref, qui avait gagné, dont Sam avait gagné la confiance, et c'était un peu l'une des rares personnes avec Jon avec qui il s'entendait assez bien à Château Noir. Donc le nom de famille paye encore. Et c'est là où on se voit que il y a un peu tous les dialogues qu'il y a eu dans la série finalement finissent par trouver une conclusion quelque part. Ça c'est assez fou. Mais bon voilà, c'est l'affaire de quelques épisodes, et puis après il repartira à la conquête de Westeros, et il ira retrouver Daenerys. Sûrement. En tout cas, dans sa tête, c'est prévu comme ça. Et donc on retourne voir Daenerys avec cette scène où on a donc Tyrion qui explique un petit peu comment ça va se passer, quel est le plan qu'ils ont décidé. Donc c'est là qu'on apprend qu'ils veulent pas... ou c'est avant ? Non, ça doit être au début qu'on apprend qu'ils veulent pas attaquer Port-Réal directement pour pas buter des civils. Et donc le plan, c'est d'envoyer l'armée dornienne encercler Port-Réal pour faire un siège, et pendant ce temps-là, les Dothraki, non pas les Dothraki, les Immaculés vont reprendre Castral Rock. Et j'imagine que les Dothraki, ils restent à Père-Dragon pour s'occuper, faire la garde rapprochée de la reine Daenerys, et pour faire le ménage, sûrement. Et ensuite, ce sera eux la force de boulot qu'on utilisera pour aller miner du Ver-Dragon dans les prochains épisodes. J'espère que non. C'est pas vraiment la fin la plus digne qui pourrait... Enfin, la partie la plus digne de l'intrigue qui pourrait leur arriver, quoi. Enfin bon, pour l'instant, je pense, il me semble, puisqu'on n'a pas parlé d'eux, qu'ils restent à Père-Dragon. J'adore cette scène, parce qu'elle est super fluide. T'as Tyrion qui commence à expliquer son plan, et puis soudain il y a quelqu'un dans l'assistance qui pose une question, et là t'as Tyrion qui fait « Excellente question, justement j'allais y venir. Alors on va faire ceci, on va faire cela, machin. Oui, mais alors si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait de tel truc? Eh ben alors justement, on va faire ça, machin. » Et c'est vraiment... c'est fluide, mais en même temps, ça a l'air organique. Ça a l'air d'une discussion qui aurait vraiment pu avoir lieu. Alors que c'est de l'exposition. Ce n'est que de l'exposition. Et pourtant, ça a l'air naturel. Donc c'est
C'est là qu'on voit vraiment la qualité d'écriture de la série. L'occasion d'ailleurs de rappeler que la majorité des armées qui ont rejoint Daenerys se sont joints à elle pour vaincre les Lannister plus que pour lui apporter son soutien en tant que reine. C'est surtout... Ils veulent surtout buter les Lannister et ensuite, limite, voilà, c'est fini quoi. C'est le cas des Greyjoy, c'est le cas des Dorniens, c'est le cas des Tyrell. Enfin bref, à part les Immaculés et les Dothraki, il n'y a personne qui suit Daenerys pour Daenerys. Ils la suivent parce qu'ils se disent c'est elle qui a le plus de chances de gagner et de se débarrasser de nos ennemis actuels qui sont les Lannister. Et ça je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que si jamais Daenerys commence à être trop faible, à perdre trop de troupes et à faire des erreurs tactiques, il se pourrait bien qu'elle se fasse larguer par pas mal de monde. Bon, déjà, là, il y a quelques-unes de ces troupes qui ont été décimées à la fin de l'épisode, mais on va y venir. Mais même, il lui reste les Tyrell, et sûrement une partie des Greyjoy aussi, des soldats de l'armée Greyjoy, pas des personnages principaux, là, eux, ils sont un peu dans la merde. Mais ouais, enfin, il doit lui rester un peu de monde quand même à Père Dragon. Mais ouais, c'est vrai qu'elle a pris un sacré coup là dans ses effectifs. Et donc toute l'armée, tous les soutiens des Tyrell pourraient très bien se tourner vers les Lannister quand même. Parce que tout de suite, Daenerys représente beaucoup moins un pari d'avenir. Ça pourrait être un point de scénar important pour la suite. 10e point donc, il est temps de parler du surnom qui a été donné à Daenerys une fois par Tyrion et qui a ensuite été repris par elle-même un peu plus tard dans l'épisode, c'est la Reine des Cendres. Et c'est là qu'on sent bien que Daenerys pourrait basculer. Elle a même déjà le surnom. Il y a vraiment pas mal de points qui montrent qu'elle pourrait vraiment devenir aussi folle que son grand-père, et notamment il y a ça. Elle dit elle-même « je ne veux pas devenir la Reine des Cendres ». Donc il y a aussi, ça montre qu'elle est consciente. Mais dans l'épisode, même dans celui-là, il y a par exemple Lena Tyrell qui vient lui dire « non mais attendez, si vous suivez Tyrion, il y a de fortes chances que ça se passe mal. De toute façon, vous n'êtes pas là pour suivre quelqu'un, vous n'êtes pas un mouton, vous êtes un dragon, donc vous êtes là pour conquérir, soyez un dragon, frappez fort, soyez vous-même, soyez méchante, soyez une reine, bordel de merde, et faites des trucs. Et il y a des chances que ce soit Olenna Tyrell qui fasse basculer Daenerys du côté obscur si jamais ça arrive, et là, elle deviendrait réellement la Reine des Cendres. Un truc qui pourrait arriver, et qui serait vraiment le pire des trucs, en termes de scénar, en termes de qualité de scénar, je veux dire, ce serait qu'elle fasse juste brûler une ville, et qu'ensuite, elle fasse « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué plein d'innocents et tout, je mérite vraiment le titre de Reine des Cendres, et je vais m'en vouloir toute ma vie, et qu'ensuite elle passe son temps à s'excuser pour tout ce qu'elle fait dans la série. » Non, ça ce serait pas bien. Si elle bascule, faut qu'elle bascule à vie. Et que ce soit une méchante et qu'on la tue. Voilà. En gros l'idée. Et que ce soit pas elle qui finisse avec le trône de fer, du coup ça m'arrange. Mais bon voilà, donc tout ça pour dire que il y a vraiment un faisceau d'indices assez important qui montre que, pourquoi pas, en tout cas le scénario hésite entre rendre Daenerys méchante ou pas. Et si elle devient méchante, elle a déjà le surnom qui serait la Reine des Cendres, qui est quand même vachement classe, faut avouer. Puisque c'est la guerre et que les Immaculés sont censés aller prendre Castral Rock, ce qui d'ailleurs, au passage, je ne l'avais pas dit, mais c'est une ville qu'on a, il me semble, jamais vue dans Game of Thrones, et donc c'est toujours intéressant de voir des nouveaux lieux et tout ça. Donc c'est un peu... Voilà, j'ai un peu hâte, du coup, de voir cette partie du plan, qui devrait normalement se passer beaucoup mieux que la partie... les Greyjoy escortent les Dorniens jusqu'à Dorne. Bon, ça s'est un petit peu moins bien passé tout de suite. Mais oui, les Immaculés vont à Castral Rock, et donc Vergris et Missandei vont être séparés, et donc on a une scène d'adieu, une scène de séparation, où ils font d'ailleurs
un petit peu plus que se séparer dans cette séquence. C'est un peu l'aboutissement de toute leur intrigue sur leur relation, parce qu'il y a le bisou, il y a même le plus si affinité. J'espère que c'est pas un baiser de la mort, et que Vergris va pas mourir à Castral Rock. Hein. Je l'aime bien quand même, Vergris, j'aime bien leur couple, tous les deux, là, avec Missandei. Donc si c'était possible de pas faire mourir Vergris, je vous en serais très reconnaissant. Merci beaucoup. Mais voilà, à part ça, rien de vraiment plus spécifique à dire sur cette séquence. C'est une séquence peut-être qui vient rajouter un peu d'amour dans ce monde de brutes, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est vrai que là on est dans une saison qui est tout de suite beaucoup plus militaire. Dans le premier épisode, c'était Cersei qui se disait « Ah, on a des ennemis au nord, au sud, à l'est, donc on va faire ça. » Là, dans cet épisode, c'est Daenerys qui se dit « Bon, bah on va faire ça. » Tout de suite, c'est beaucoup plus tactique et militaire que la saison 6, par exemple. Ou même la 5, ou la 4, ou... je crois que depuis la saison 3, il n'y a pas eu de saison aussi militaire, avec Robb Stark qui descendait là jusqu'à Winterfell, jusqu'à Port-Réal, qu'il n'a jamais atteint d'ailleurs. Ça a même commencé à la saison 2, cette connerie. Ouais, voilà, donc on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus militaire, bon, je le redis une 4e fois, je crois. Donc il faut aussi un petit peu remettre de l'humain. C'est ce que faisait la scène dans l'épisode précédent de Arya qui rencontre des gentils Lannister. Là, c'est... mon chien qui se couche. C'est Vergris et Missandei qui finissent de se rapprocher, quoi. Ça permet également, éventuellement, de mettre une scène de cul qu'on n'avait pas eu dans l'épisode 1, alors qu'en général, au début des saisons de Game of Thrones, c'est ce que je disais dans mon retour sur l'épisode précédent, en général, dans l'épisode 1, ils essayent de mettre une séquence vulgaire, gratuitement, comment j'avais dit, un meurtre gratuit et une séquence de cul gratuite. Là, on avait eu que le meurtre gratuit, et encore, c'était pas gratuit parce que c'était utile à l'intrigue. Donc là, on a eu un peu les deux. Je dirais que la séquence de Sam qui charcute Jorah, c'est tout aussi peu ragoûtant que quelqu'un qui se ferait embrocher, par exemple. Et puis, de l'autre côté, on a une scène de cul gratuite qui, à la fois... et pas vraiment gratuite parce qu'elle vient finir une intrigue amoureuse, donc elle est logique, et puis à la fois, et pas non plus une scène de cul, c'est pas une scène porno, quoi. C'est quand même, il y a quand même un peu de classe et un peu de respect dans cette séquence, ce qui n'est pas toujours le cas dans les scènes de cul de Game of Thrones. Et puisque je parlais de Sam qui charcute Jorah, là, maintenant, on va parler de la scène qui se passe directement après cette séquence, puisque là, j'ai pas raconté l'histoire dans l'ordre chronologique, mais normalement, après Vergris et Missandei, on passe à Sam qui vient sauver Jorah, et donc juste après ce sauvetage de Jorah dont j'ai déjà parlé, on a un cut qui fait une analogie entre le pu de notre ami Jorah et la crème des tourtes chaudes, ce qui est... délicieusement ragoûtant, hein, c'est comment dire, si vous mangez encore devant Game of Thrones, je crois que ça fait 2 fois que les réalisateurs vous rappellent que non, hein, ce n'est pas quelque chose à faire, lâchez ce popcorn, lâchez cette part de pizza immédiatement et regardez Game of Thrones à jeun. Mauvaise idée de manger devant Game of Thrones, surtout dans cette saison apparemment. Je sais pas ce qu'ils ont prévu pour l'épisode 3, mais j'ai pas vraiment hâte. Et donc, comme je viens de le dire, on a le retour de Tourte Chaude, qui est un personnage qu'on n'a pas vu depuis la saison 3 même, j'ai envie de dire. Ouais, non, c'est un vieux personnage, celui-là, un des anciens amis d'Arya avec Gendry Baratheon, qu'on n'est pas à l'abri de revoir, comme je vous avais dit dans l'épisode 10 de la saison 6. La séquence est assez drôle, on voit Arya qui discute, mais sans vraiment discuter avec lui, elle lui révèle pas tous ses secrets, elle lui dit pas que c'est devenu une assassine, qu'elle veut tuer Cersei, qu'elle veut... Enfin voilà...
il sait que c'est une Stark, mais c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Et donc l'info importante de la scène, c'est quand même Tourte Chaude qui dit à Arya « Ah bah non, ma petite dame, aujourd'hui à Winterfell, il n'y a plus les Bolton, il y a les Stark, et puis il y a Jon Snow. » Et là, il y a comme une petite lumière, il y a une petite ampoule qui s'allume dans la tête d'Arya et qui fait « Oh !» Mais en fait, c'est pas à Port-Réal qu'il faut que j'aille, je pourrais toujours aller buter Cersei un jour, quand j'aurai envie. D'abord, il faut que je retourne voir ma famille, c'est important, il faut que j'y aille, parce que quand même, on avait terminé son arc narratif dans la saison 6 avec elle qui disait à Jaqen « Je ne suis pas personne, je suis Arya Stark », donc il y a quand même le côté Stark qui est important pour elle, la famille est importante. J'avais dit dans mon visionnage de l'épisode que je trouvais ça étrange qu'elle reparte vers le nord. En fait non, c'est pas étrange du tout, c'est une Stark et elle a jamais cessé de l'être, et elle a même eu toutes les difficultés du monde à essayer de cesser de l'être. Donc je vois pas pourquoi ça m'étonne en fait. Non, c'est normal qu'elle reparte vers le nord. Et puis donc, écoutez, on va faire l'intrigue d'Arya d'un seul coup, d'un seul aussi, hein, parce qu'elle est pas restée super longtemps dans l'épisode non plus. Donc elle repart vers le nord, et en chemin, en remontant vers Winterfell, elle croise son loup, Nymeria, qu'on n'a pas vu depuis l'épisode 2, il me semble, de la saison 1. À moins que ce soit même juste le premier. Non, ça doit être le deuxième. Enfin bref, c'est dans un des tout premiers épisodes de la saison 1 de Game of Thrones que son loup s'est enfui, enfin qu'il est parti, que c'est le loup de Sansa qui a été tué à la place de Nymeria, qui avait attaqué Joffrey parce que il menaçait Arya. Mais Nymeria reste pas longtemps, disons qu'elle attend juste que Arya la reconnaisse, et puis elle se barre. Et Arya a donc cette phrase assez énigmatique qui est « ce n'est pas toi », qui est... Je trouve cette phrase très maladroite, très maladroitement amenée. L'idée de la phrase, parce qu'après je me suis renseigné un petit peu, j'ai regardé sur les forums pourquoi elle avait dit ça et tout, donc j'ai compris. Elle répète une phrase que lui avait dit son père quand elle disait non, être une princesse, ce n'est pas toi, toi t'es plutôt une combattante, t'es une femme forte, tout ça. Donc là c'est ce n'est pas toi qui est resté dans la tête d'Arya, et qu'elle dit à son loup en disant oui écoute, m'accompagner à Winterfell, faire comme si t'étais à nouveau mon loup, et comme si tu appartenais à la famille Stark et tout, ça ne te ressemble pas du tout. Tu as clairement mené ta vie, t'as fondé ta propre meute, t'as fait t'as parcouru ton chemin, ton petit bout de chemin à toi toute seule. Tu n'as absolument aucune obligation de redevenir mon loup parce qu'on s'est croisé par hasard dans la forêt. Repars et refais ta vie parce que ce n'est pas toi. Voilà. Alors, j'aime beaucoup la symbolique, j'aime l'idée, il n'empêche que là, c'est très maladroitement amené, c'est-à-dire que c'est pas clair, déjà, c'est pas évident, que ce soit pas évident, c'est pas grave, mais faut pas non plus que ce soit obscur à ce point, quoi. On aurait pu rappeler la phrase d'Eddard Stark dans un flashback, ou je sais pas, peut-être lui donner un peu plus d'importance dans la série, ce n'est pas toi, elle aurait pu se dire cette phrase par exemple avant de changer d'avis et de ne plus suivre son entraînement pour être personne et de redevenir Arya Stark. Elle aurait pu se dire à elle-même ce n'est pas toi. On aurait pu revoir le flashback d'Eddard Stark, mais non, pas du tout. Là la phrase nous est relancée comme ça totalement, de manière totalement désinvolte, alors qu'on ne l'a pas entendue depuis des saisons et des saisons entières. Alors, je crois que c'est une phrase qui est prononcée dans la saison 1, puisqu'après il est mort, donc logiquement voilà. Et puis il n'y a pas eu de rappel, il n'y a pas eu de force, on n'a pas donné à cette phrase l'importance suffisante pour que elle soit symbolique de l'arc d'Arya et que elle ait de l'importance dans l'épisode. Je suis désolé, mais c'est assez maladroit.
Que cela ne nous empêche pas de dresser un petit parallèle entre Nymeria et Arya, parce que finalement c'est un petit peu ça qu'appelle cette scène. Le loup, c'est quand même un animal symbole assez fort pour représenter Arya, parce que c'est un loup solitaire, Arya. Elle fait un petit peu ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Elle a l'indépendance du loup, si vous voulez, sa prestance et sa dangerosité, sa férocité. Mais en même temps, c'est pas tant un loup solitaire que ça. Elle a besoin d'une meute quand même. C'est le loup solitaire de la meute des Stark. Et elle a quand même un intérêt pour la meute. Elle trouve un intérêt à faire partie de la meute Stark quand même. Donc voilà, il y a toute cette symbolique, un petit peu d'ambiguïté du loup qui représente à la fois un animal solitaire qui est féroce et qui vit pour sa gueule, et en même temps un animal qui vit en meute, et donc un animal de société et qui a un sens de la famille développé. Je pense que c'est de toute la famille Stark, c'est Arya que le loup représente le plus. On passe à Winterfell, donc, où Jon décide de partir pour Père Dragon contre l'avis de ses troupes, y compris de Sansa, ainsi que d'autres villages, enfin d'autres familles importantes pour le nord dont je ne connais pas les noms, ou je les ai oubliés. Et puis Lyanna Mormont, qui est quand même mon perso préféré, et qui... Enfin, mon perso préféré, dans l'intrigue du Nord en tout cas, et qui rappelle à Jon que non, c'est pas vraiment une super bonne idée d'aller voir un Targaryen comme ça, qu'il ferait mieux d'envoyer un émissaire. Non, ça c'est Sansa qui lui dit. Enfin bref, il a vraiment la totalité de ses troupes contre lui. Il n'y a que Davos qui dit rien. D'ailleurs, il va emmener Davos avec lui voir Daenerys. Et on a peut-être là la première décision qui va fâcher Jon avec tous les gens du Nord, parce qu'il y a quand même pas mal de familles différentes, donc d'intérêts différents et divergents qui ont rejoint Jon, et ça va peut-être commencer à être un problème pour lui. Surtout s'il commence à prendre des décisions aussi peu populaires. Il y a encore Sansa qui le corrige en plein milieu de son meeting, ce qui est d'ailleurs assez étonnant. Enfin, je veux dire, il aurait pu en parler avec Sansa avant, surtout qu'il va lui confier les rênes de Winterfell. D'ailleurs, je vais passer au point suivant directement, puisque c'est de ça qu'on parle. Il délègue ses fonctions à Sansa, donc point numéro 15. Il aurait pu lui en parler avant, parce que là, elle l'engueule en public. Il lui répond oui, mais non, mais parce que c'est toi qui vas prendre ma place. Et là, elle fait ah bon, bah ok, vas-y, alors pars. Vous auriez pu avoir cette discussion avant. C'est quand même un truc assez important. Imagine, tu lui dis à Sansa, je te confie Winterfell, et puis elle fait mais non, nique ta mère, je veux pas Winterfell, garde-le, envoie n'importe qui, envoie Davos, envoie je sais pas, un omble ou non, les ombres et les Karstark qui doivent être dans leur château maintenant. Tormund, il est à Fort-Levant. Bon, c'est vrai qu'il a plus vraiment quelqu'un sous la main, mais même un émissaire sans nom, quoi, n'importe qui. Mais non, il faut qu'il y aille lui-même, et ça provoque des tensions dans la pièce en elle-même, et donc, encore une fois, il se fait, entre guillemets, masculer par sa sœur, qui prend la parole à sa place pour le remettre en place un petit peu dans la pièce, alors que ça aurait pu être fait avant. C'est quand même étonnant qu'il fasse pas part de ses décisions aussi importantes à sa garde rapprochée avant d'en faire part à tout le monde. Je veux dire, c'est le communisme chez Jon Snow ou quoi? C'est tout le monde doit être au courant de toutes les informations en même temps, il ne doit pas y avoir de privilégiés, il ne doit pas y avoir de laissés pour compte, voilà, tout le monde, y compris les personnes directement concernées par mes décisions et qui pourraient avoir quelque chose à redire en amont, avant que je l'annonce. Encore une fois, c'est un petit peu... Voilà, on sent que la tactique de gouvernement de Jon est pas totalement au point, mais donc on va pouvoir voir ce que va donner le gouvernement de Winterfell par Sansa, qui va du coup gouverner à sa sauce, et à mon avis ça risque de donner des résultats assez sympathiques, parce que Sansa, c'est pas une branquignole, on l'a vu depuis les épisodes
précédents, que ça y est, elle par contre, le jeu des trônes, elle le joue à fond, quoi. Donc ça va être sympa de voir un petit peu les différentes manières qu'ont les deux de gérer la même ville et la même situation finalement. Malheureusement, il n'y a pas que ces deux personnages-là qui sont à Winterfell, il y a aussi Littlefinger. Et c'est donc mon point numéro 16, Littlefinger rôde. Et il a bien l'intention de profiter de la situation, du fait que le mâle alpha de la meute soit parti, et qu'il n'y ait plus que lui et Sansa en tant qui soient des personnages importants dans l'intrigue. Bon, il y a Brienne aussi. Il me semble, bah oui, puisqu'elle fait partie de la garde rapprochée de Sansa et que Sansa est restée à Winterfell, Brienne est restée à Winterfell, elle n'est pas partie avec Jon, donc c'est bon. Donc Jon et Davos sont partis, il n'y a plus que voilà, Sansa, Brienne, Littlefinger, Lyanna Mormont, et voilà, en perso important, c'est un petit peu tout. Donc évidemment que Littlefinger va essayer de profiter de la situation. Ça va peut-être être l'occasion de voir Littlefinger faire du Littlefinger, parce que depuis un moment là il a arrêté de le faire, et c'est un petit peu chelou. Ce serait bien que... Hein, il s'est pris un bon gros vent des familles à la fin de la saison 6 là, et depuis il s'en est toujours pas remis quoi. Il assiste aux réunions entre Jon et Sansa avec un petit sourire en coin du genre il se fout sur la gueule. Mais à part ça, il a pas de plan concret, il a rien, Littlefinger, donc ce serait bien d'arriver dans le concret. Faut qu'il magouille, ce mec. C'est ça qu'il fait dans la série, donc ce serait bien qu'il le fasse. Vas-y, Littlefinger, magouille. Surtout que là, il a des raisons supplémentaires d'en vouloir à Jon, puisque Jon lui a un petit peu... je veux dire, il s'en est un petit peu physiquement pris à lui. En même temps... Littlefinger avait un petit peu cherché, hein, vous avez vu ma réaction dans l'épisode. Évidemment que c'était ça qui est arrivé, connard. Hein, tu vas voir Jon et puis tu lui dis « Hey, tu sais, ta mère, que je me serais super bien tapé, enfin c'est pas ta mère, mais je me la serais bien tapé quand même, eh ben ta sœur, elle lui ressemble quand même vachement, j'ai beaucoup envie de me taper ta sœur. Moi, la grande fouine que tu peux pas saquer, qu'est-ce que ça te fait ça ?» Bah évidemment, il te plaque contre un mur, un peu comme ce qu'avait fait Ned Stark dans la saison 1, et ça avait mal fini pour Ned Stark. Là, Littlefinger, c'est pareil, pour lui c'est un affront, tu vois, c'est comme les gentlemen qui disent oh, « Vous m'avez offensé, rendez-vous à la colline la plus proche à la tombée de la nuit pour un duel face à face. » Sauf que Littlefinger, il fait pas le duel face à face dans les règles comme un gentleman. Non, non, Littlefinger c'est une pute. Même peut-être plus vicieuse et plus chère que celle qu'il avait dans son bordel, tu vois. Les 3 derniers points seront dédiés à l'intrigue, la fin là, de l'épisode, la bataille de l'épisode, celle pour laquelle je m'étais super hypé en me disant waouh, on va avoir une bataille navale entre Euron et Daenerys et ça va être beau et ils vont faire exploser le budget dès l'épisode 2, ça va être génial. Oh putain, pas du tout. Pas du tout. Alors on va commencer avant l'arrivée de Euron quand même avec... On va parler de cette scène nulle à chier entre les Greyjoy et Ellaria Sand qui est... elle est nulle, enfin je suis désolé, les dialogues... Oh putain, les dialogues de merde quoi. Je pense que la seule ligne de dialogue potable de tout l'épisode, c'est Yara Greyjoy qui dit à Ellaria Sand « Ah, mais Théon, ça va être mon protecteur, c'est ça qui fera quand j'aurai repris le pouvoir aux îles de Fer. » Putain, mais... voilà, c'est pour mettre en... pour faire une petite ironie dramatique. Après, un petit peu plus tard, quand il sera censé la protéger et qu'il se barrera comme un couard. Mais à part ça, le reste, c'est waouh. Enfin, c'est beauf déjà. C'est vraiment le pire de Dorne. Des dialogues de Dorne là, dans cette scène avec les Greyjoy. C'est Ellaria Sand qui fout la merde en fait. C'est de sa faute que... Je sais pas si vous entendez le grillon là, ou la cigale, mais putain il gueule. C'est de sa faute en fait que c'est mauvais Dorne. C'est parce que waouh, enfin c'est chaud quand même. Même avant toute la partie avec les aspics des sables qui discutent dans des hamacs là, enfin stop, arrêtez. C'est bien qu'il y en ait plein qui soient morts là parce que oh putain on n'en pouvait plus. Petit big up quand même à Claire Guyot.
Guyot, je sais pas comment on dit, je pense qu'on dit Guyot, qui est la comédienne de doublage de Hilaria Sand. Claire Guyot, vous la connaissez, c'est Buffy dans Buffy contre les vampires, c'est Sam dans les Totally Spies, c'est Evangeline dans Wakfu, c'est Grimsdottir dans Splinter Cell, c'est voilà, c'est toutes ces voix unique et reconnaissable entre mille. C'est une comédienne de doublage extrêmement talentueuse, et là on lui a filé Hilaria Sand, et malgré les doublages de merde, malgré les dialogues de merde, pardon, malgré les textes de merde, qui sont une adaptation des textes de merde originaux en anglais, hein, et ben malgré ça, elle arrive quand même à livrer une prestation convaincante. C'est là que tu vois le talent des comédiens et des comédiennes de doublage qu'on a en France, c'est que même les textes nuls, ils savent les adapter correctement en jeu d'acteur. Parce que les textes nuls qui sortent de la bouche d'Hilaria Sand sortent quand même de manière naturelle, avec une intonation, un accent, un truc qui a l'air, qui correspond exactement à ce qu'il y a à l'image. Enfin, quand t'entends Hilaria Sand qui dit « Mais vous arrivez à boire cette pisse » d'un ton à moitié ennuyé et pédant, c'est exactement, le visage correspond exactement à la voix. Voilà, c'est... Même avec des textes de merde, Claire Guyot arrive à livrer une prestation convaincante, et je pense que rien que pour ça, elle méritait son petit big up dans l'épisode là, parce que... courage. Je pense que c'est bientôt la fin d'Hilaria Sand, donc tu auras bientôt fini. T'as bientôt fini, t'es proche de la fin, perds pas espoir. Force et honneur, on est avec toi. Soutine. Et donc parlons de cette bataille, quand même. Point numéro 18, avant-dernier point. Allez putain de Louia. Euron a perdu la bataille du budget. Déjà, c'est ça mon titre du point. Et il faut bien le dire, cette bataille, c'est une bataille de pauvres. Cette bataille pue le manque de budget. C'est la bataille navale, mais entre uniquement 2 bateaux, dans la pénombre, avec plein de cuts successifs rapides pour pas faire de plan d'ensemble et de grandes séquences, surtout pas de plan séquence, enfin surtout rien d'un tant soit peu long, pour pas que l'œil ait le temps de s'habituer au plan et de voir que c'est moche, et qu'il y a rien, et que c'est pas ouf. Voilà. Dans la grande bataille qu'il a dû y avoir au début, quand il a fallu répartir le budget, ceux qui se sont occupés de la bataille de la bataille navale de la fin de l'épisode 2, ils ont clairement perdu la bataille du budget, la bataille de la répartition des sous. C'est pas nul, c'est pas une bataille nulle à chier, elle est bien cette bataille, il y a des trucs cool, notamment le fait que Euron tue 2 Aspics des Sables avec leurs propres armes. Ça j'ai trouvé ça bien trouvé. Bon, après, si on veut aller un peu plus loin, c'est quand même un peu triste, parce qu'en général, les morts des personnages ont un lien avec leur personnalité, avec leur intrigue, quelque chose... Voilà, c'est toujours ironique par rapport à ce qu'ils sont. Et donc là, ça veut dire que, à part leurs armes, ces personnages-là sont pas grand-chose. C'est-à-dire c'est des personnages tellement peu développés que la seule mort ironique qu'on leur a trouvée, c'est de les buter avec leurs propres armes, quoi. C'est un peu chaud, quand même. En tout cas, j'avais dit dans l'épisode précédent que j'avais quelques doutes sur la faculté de Euron à être une menace crédible. Ok, je retire exactement tout ce que j'ai dit. Là, pour le coup, il est arrivé en mode pirate fou. Il a niqué des mers, quasiment littéralement, et voilà, il a buté plein de persos importants. Il n'y avait pas que moi qui doutais d'ailleurs, il y avait Jaime Lannister aussi, qui dans l'épisode en lui-même disait « Ah, t'as invité les Greyjoy et le Jean Dranou, mais ils sont aussi nuls que les Frey, franchement, c'est pas des alliés potables. » Mec, c'est pas des alliés potables, ça? Il a buté 2 Aspics des Sables, il en a capturé 2 autres, il a capturé Yara Greyjoy,
il va te livrer tout ça sur un plateau d'argent, il a niqué un bon tiers au moins de la flotte et des effectifs de Daenerys. Ouais, je pense qu'on peut raisonnablement dire de cet homme que c'est pas un incompétent, et qu'il est beaucoup plus... j'allais dire il est beaucoup plus efficace que les Frey, non, parce que les Frey ils ont tué les Stark. Enfin, en tout cas, on peut pas dire que c'est un branque. Clairement pas. Et enfin, dernier point, 19e point sur 19, Théon se remet à schlinguer. Je suis très très fier de ce titre. Et oui, parce que en voyant un fou, clairement, un taré mental, tenir sa sœur en otage et des membres de son équipage qui se font démembrer par des autres Greyjoy complètement fous, il a un petit peu des flashbacks de la guerre du Vietnam, hein, il nous fait un syndrome post-traumatique là, et il fait non, pas une seconde fois, je sais ce que ça donne, et il se barre en laissant donc sa sœur être capturée. Alors on va pas se mentir, je trouve que c'est plutôt une bonne chose à faire, et je dirais même que c'était la seule chose à faire dans cette situation. Clairement il avait perdu, il pouvait pas reprendre Yara des mains de Euron Greyjoy, et même s'il l'avait fait, le reste de l'équipage de Euron aurait eu raison de lui. C'était pas du 1 contre 1, hein, c'était du 1 contre un équipage entier, donc c'était chaud patate. Vraiment fuir, s'en sortir vivant pour ensuite pouvoir faire quelque chose, c'était la solution à faire. C'était ça qu'il fallait faire. Même si il passe pour un égoïste, ou pour un lâche, ou pour un incompétent, au moins il est en vie, quoi. Et c'est un peu ça qui compte dans Game of Thrones, finalement. Et voilà ce qui conclut mon avis et mon analyse sur l'épisode en lui-même. Maintenant, on va passer aux 2 dernières séquences de l'émission, c'est-à-dire les prédictions, mais juste avant, quand même, hein, la séquence préférée. Je vous rappelle donc que je vous invite à me dire dans les commentaires quelle est la séquence de l'épisode que vous avez préférée, surtout que là, vous avez quand même un catalogue assez balèze, contrairement à l'épisode précédent où il y avait en gros qu'une ou 2 scènes parmi lesquelles je m'attendais à ce que vous choisissiez. Là, par exemple, vous pouvez dire que oh là là, la confrontation entre Daenerys et Varys, ça a été trop bien. Vous pouvez dire, par exemple, que le passage où Qyburn il dévoile la baliste à Cersei, c'est trop cool. Vous pouvez me dire que la guérison de Jorah par Sam, elle était trop bien. Que je ne sais pas, que la scène du bisou entre Vergris et Missandei, c'était comme dans vos rêves les plus fous, et que vous avez adoré la scène de cul qui a suivi. Vous pouvez me dire que vous avez adoré le repas entre Arya et Tourtechaude. Vous pouvez me dire que vous avez adoré la rencontre entre Arya et son loup, le retour du loup d'Arya après tout ce temps. Vous pouvez me dire que vous avez adoré le face-à-face entre Jon et Littlefinger. Vous pouvez me dire que vous avez aimé la bataille finale avec Euron. Enfin, il y a un catalogue assez immense de scènes, je vais pas dire cultes, mais bien foutues et dignes d'avoir la mention scène préférée de l'épisode marquée au fer rouge de vos petites mimines. Donc n'hésitez pas, parce que je pense que là, les gens vont pas tous être d'accord entre eux, et qu'il va y avoir un petit peu de... Voilà, j'aurai un intérêt à connaître votre séquence préférée. Donc voilà, ça se passe dans la description. Faites-le maintenant, au pire, si vous avez peur d'oublier avant la fin de l'épisode. Et puis moi, je vais vous dire la mienne. La mienne, ce n'est aucune de toutes celles que je viens de vous citer. J'ai pas hyper adoré la bataille navale, d'ailleurs. Je pense que ça s'est un petit peu ressenti dans mon traitement de cette partie-là de l'épisode. C'était pas nul à chier, mais ouais, ça manquait de budget, ça manquait de grandeur, ça manquait de quelque chose. C'était pas suffisant. Mais, par contre,
La scène préférée que j'ai, c'est une scène qui n'a pas non plus énormément de budget, c'est pas vraiment même une scène méga importante, c'est une toute petite scène. C'est toute la partie où Tyrion explique à tous les autres membres des soutiens de Daenerys comment ça va se passer militairement, les troupes, elles vont aller là, machin. Tout ce que je vous ai expliqué, en fait, la scène où Tyrion dévoile le plan de conquête de Daenerys. J'ai adoré cette scène, parce que j'adore le personnage de Tyrion, mais je trouve qu'il a été complètement sous-utilisé dans la saison 5, et surtout dans la saison 6. Dans la saison 5, ça allait encore. La 6, il était là, limite en rôle de figurant. Et là, ça a été un véritable plaisir de le voir à nouveau à la tête de quelque chose. Tu vois, ça m'a fait plaisir que ce soit à nouveau un personnage principal, et pas un personnage secondaire, juste là pour faire du soutien à Daenerys. Non, là, il était Tyrion Lannister, main de la reine, certes, mais quand même grand stratège, et il avait toujours la réplique à donner à tous ceux qui venaient poser une question pour essayer de venir chercher la petite bête dans son plan. Au contraire, au lieu de se fâcher ou de faire « Ah ben non, on n'avait pas pensé à ça », il fait « Justement, c'est bien que vous en parliez, c'était avec ça que j'allais enchaîner, et c'est fluide et c'est agréable de voir à nouveau, voilà, Tyrion capable de faire du Tyrion. » Parce que je vais vous avouer que mon père, il achète les DVD, il regarde pas la série en téléchargement illégal, il achète les DVD pour les regarder, donc là il a acheté récemment le DVD de la saison 6, et pour se remettre un petit peu dans le bain, il est en train de regarder toute la série depuis le début de la saison 4. Donc j'ai regardé avec lui, et bordel, les premiers épisodes de la saison 4, ils sont quasiment centrés uniquement sur Tyrion. Il est là dans quasiment toutes les scènes de Port-Réal, c'est magnifique. C'est autour de lui que tout tourne. Et c'est beau, putain. C'est beau de voir un personnage aussi complexe et intelligent et pour autant humain que Tyrion. Être au centre de tout et faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire magouiller un peu, avoir des tactiques, tout ça, enfin c'est... Oh, ça fait du bien. Et on a perdu ça depuis que Tyrion, depuis le début de la saison 5, en fait, depuis qu'il s'est barré de Port-Réal et qu'il a décidé de rejoindre Daenerys, depuis que c'est plus un personnage principal, en fait, depuis qu'il est au service de quelqu'un d'autre. Bordel, ça manquait, et là, j'ai eu un petit peu des réminiscences de ça qui sont arrivées dans cette séquence de Tyrion qui expliquait le plan de Daenerys à tout le monde, et ça m'a fait plaisir. Donc, rien que pour ça, c'est ma scène préférée de l'épisode 2. On va passer aux prédictions, et je vais pas changer le format de l'émission, je vais revenir à ce qui était prévu à la base, c'est-à-dire que les prévisions vont parler de ce qui va se passer dans la suite de la série, globalement. Comme ça, après, quand je ferai les prédictions en début d'épisode, je serai pas en train de me dire de toute façon, j'ai tout dit dans les prédictions à la fin de l'épisode précédent, donc allez voir l'épisode précédent si vous voulez. Enfin, ça n'a aucun sens, ça sert à rien de faire deux séquences de prédictions. Donc, la séquence de prédiction de fin d'épisode, maintenant, de fin d'émission maintenant, ça va être sur ce qui va se passer globalement dans la suite de la série. Et la partie prédiction en début d'émission, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode que je m'apprête à regarder. Comme ça, il y a quand même une différence de traitement entre les deux séquences, et je suis pas en train de répéter des trucs ou de faire référence à l'une des séquences par rapport à l'autre. Voilà. Donc on va essayer de prendre un petit peu du recul et d'essayer d'imaginer quelle sera la suite de cette fameuse saison 7 globalement, et pas penser à court terme, mais juste ce qui se passera dans l'épisode prochain. Déjà, l'épisode en lui-même s'appelle la justice de la reine. Voilà, c'est ça. Donc, il y a 3 personnages que ça peut concerner. Évidemment, c'est Cersei, qui est reine de Westeros, donc des 7 couronnes et tout, qui va pouvoir se faire justice en attaquant Ellaria Sand, en lui coupant la tête, en la torturant, en je sais pas quel sévice elle va lui faire subir, mais voilà, elle va se venger.
Peut-être elle va lui faire boire son propre poison, j'en sais rien. Peut-être elle va lui couper la tête, tout simplement. Mais en tout cas, Cersei va venger la mort de Myrcella en butant Ellaria Sand. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Et ça justifie à lui seul le titre « La justice de la reine ». Mais les titres de Game of Thrones sont en général à double sens, un petit peu ambigus. Ils peuvent faire référence à plusieurs personnages d'un coup. Et donc ça peut être également Daenerys. Daenerys c'est une reine aussi, surtout dans sa tête. Techniquement, bon elle est reine de Myrine, mais elle n'est pas encore reine des 7 couronnes, mais c'est son objectif. Et elle pourrait très bien décider de se venger des Greyjoy qui ont décimé une partie de sa flotte, et que ce serait ça la justice de Daenerys. Ça ou autre chose, je sais pas, mais en tout cas, elle correspond au mot reine dans le titre. Et puis il y a Sansa. Sansa aussi pourrait être considérée comme... alors techniquement elle n'est pas reine, mais en tout cas elle gouverne le Nord en l'absence de Jon. Donc voilà, elle est pas roi du Nord, elle est pas reine du Nord, mais équivalent quoi. C'est la régente du Nord, si vous voulez. Hein, au moins comme ça marche. Donc voilà, elle pourrait décider de se débarrasser de Littlefinger d'une manière ou d'une autre. Je sais pas trop comment, mais peut-être. En tout cas, on va la voir commencer à gérer Winterfell, et il va peut-être y avoir des tensions, et donc il faudra qu'elle intervienne. Sinon, il n'y a aucun intérêt à la laisser seule à Winterfell comme ça. Donc c'est intéressant. Puisqu'on parle de Winterfell, du coup, je vais peut-être en parler maintenant. Il y a pas mal de monde qui se dirige vers Winterfell en ce moment. À part Jon qui s'en va, il y a Arya qui y va, il y a Bran qui y va, et il y a sûrement le limier et la fraternité sans bannière qui, en train de monter vers le mur, va probablement faire un arrêt par Winterfell, parce que c'est la grosse ville étape qu'il y a entre les deux, quoi. Donc on va probablement vers une réunion des Stark, sans Jon, qui de toute façon est un Snow, et puis c'est bon, c'est un Stark, puisqu'il est le fils de Lyanna. Il me semble que c'est Lyanna Stark aussi. C'est pareil, il y a deux Nymeria dans Game of Thrones. Il y a Nymeria Sand, qui est une des Aspics des Sables, et il y a Nymeria le loup d'Arya. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait un choix un peu bizarre. Hein. C'est laquelle des deux qui s'est fait avoir dans le coup? Est-ce que c'est Nymeria Sand qui porte le nom d'un loup, ou d'un chien, enfin d'un animal quoi, ou est-ce que c'est Nymeria le loup qui porte le nom d'un être humain? J'espère que c'est ce deuxième cas, parce que sinon c'est un peu chelou, et ouais, enfin c'est un peu bizarre. Enfin bref, donc il y aura probablement une réunion des enfants Stark, donc de Sansa, de Arya et de Bran, qui devrait arriver normalement à peu près en même temps, c'est-à-dire dans l'épisode prochain, à Winterfell. À moins que Bran décide de rester au mur pour avertir le mur qu'il y a les marcheurs blancs qui débarquent. Je sais pas trop, je vois pas trop quel intérêt il aurait à rester au mur, donc je pense qu'il va se diriger très rapidement vers Winterfell. Par contre, autant Bran, je sais ce qu'il va faire à Winterfell. Il va déjà avertir tout le monde que Jon est un Stark, et un Targaryen à la fois. Targaryen, c'est pas sûr. Il l'a peut-être pas entendu dans sa prophétie, parce que ça n'a pas été dit texto. Mais au moins, il est certain que c'est un Stark. Et donc ça, il va peut-être l'annoncer à tout le monde. Et il va aussi commencer à avoir des visions au pied du cerisier, machin. Mais Arya, je sais pas trop ce qu'elle va faire une fois qu'elle sera à Winterfell. J'ai quelques doutes. Je sais, enfin peut-être que c'est elle qui va tuer Littlefinger, mais j'espère que non. Parce que, selon moi, il n'y a que 2 personnages qui ont le droit de tuer Littlefinger. Sansa, parce que voilà, ça a été son élève, il lui a tout appris, et en plus il ressemble à la femme de sa vie. Donc pour que ce soit ironique, c'est vraiment, normalement c'est elle qui est numéro 1 sur la liste des personnages qui doivent tuer Littlefinger. Et si c'est pas elle, c'est Brienne. Sous l'ordre de Sansa. Mais Arya...
Je crois pas déjà que Littlefinger soit sur sa liste. Parce que, dans mon souvenir, c'est Littlefinger qui a fait sortir Arya de Port-Réal quand Ned Stark s'est fait couper la tête. Donc il lui a plus sauvé la vie qu'autre chose. Je ne pense pas, à moins que j'oublie un moment où Littlefinger l'a trahi et a tué un de ses amis ou quoi, mais j'ai pas vraiment le souvenir du tout. Je crois pas qu'il soit sur sa liste, et je crois pas qu'elle ait de raison personnelle de le tuer. Ce qui ne l'empêchera pas éventuellement d'en développer, hein. Mais j'espère que c'est pas pour ça qu'elle monte à Winterfell. Je serais très déçu si c'était elle qui tuait Littlefinger et pas Sansa, ou quelqu'un sous ordre de Sansa. En parlant de Littlefinger d'ailleurs, on va commencer à le voir foutre la merde à Winterfell pour essayer de prendre le contrôle au lieu de Sansa. Ça me paraît assez évident, il va commencer à magouiller un peu, et peut-être que c'est ça qu'on va voir justement à Winterfell, c'est comment Sansa va réussir à anticiper les magouilles de Littlefinger et à lui renvoyer dans les dents. Ce sera assez intéressant de voir ça. Je demande à voir. Il y a une possibilité que pendant que Arya monte à Winterfell et que Jon descend vers Père Dragon, les deux se croisent. Et qu'il y ait une réunion temporaire entre les deux, voire même que Arya décide de se joindre à Jon dans son périple vers Père Dragon. Pour une raison ou pour une autre. C'est possible. C'est possible également que Arya, qui se dirige vers Winterfell, et le limier, qui se dirige probablement vers Winterfell aussi, se rencontrent à un moment donné, et qu'il y ait un genre de face-à-face Arya le limier. Quoi, mais tu n'es pas mort non, mais je ne suis plus le même homme, ne me tue pas, de toute façon je t'avais enlevé de ma liste, voilà, un truc un peu comme ça, ce serait intéressant à voir. Pour ce qui est de Jon, il va faire, à mon avis ça va prendre quelques épisodes avant qu'il arrive à Père Dragon, et puis une fois qu'il sera là-bas, on aura donc la fameuse rencontre Jon-Daenerys, ils vont parler du ver dragon, ils vont commencer à l'extraire de sous terre, et puis, au-delà de ça, il y aura quand même une confrontation entre Davos et Mélisandre, puisque Mélisandre est à Père Dragon, Davos va avec Jon à Père Dragon, ils vont se rencontrer. Je ne sais pas si Davos va tuer Mélisandre, je ne serais pas étonné, même si on doit jouer sur les mots, et je pense que c'est ce que dira Mélisandre, la phrase exacte de Davos, c'était si jamais je vous recroise dans le Nord, ou si jamais vous remontez dans le Nord, ou si jamais vous revenez dans le Nord, je vous tuerai de mes mains. Or, si Davos va à Père Dragon, c'est lui qui va dans le Sud, et pas Mélisandre qui monte vers le Nord. Donc elle pourra jouer là-dessus pour essayer de s'en sortir en vie. Mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Un truc dont j'ai absolument pas parlé d'ailleurs dans mon retour, c'est la phrase de Littlefinger qui dit à Jon Snow vous avez de nombreux ennemis à Winterfell, ou vous avez de nombreux ennemis en gros, mais je vous jure que je n'en suis pas un, ou je n'en fais pas partie. C'est pas vrai, on n'y croit pas une seule seconde. Dès qu'il est parti, on a vu l'expression sur ton visage, tu veux foutre la merde, tu veux prendre le contrôle, il pourrait vouloir devenir roi du Nord, en plus des Aériers, détrôner Sansa, prendre le contrôle de Winterfell, et alors bon, il n'aura pas l'aval des familles du Nord, sauf si il ébruite la révélation de Bran qui est que Jon n'est pas réellement le fils de Ned Stark, même s'il est le fils d'un Stark, enfin d'une Stark techniquement, mais bon ça évidemment il va pas le dire, et peut-être que ça suffirait à lui faire prendre le contrôle de Winterfell, c'est une possibilité. Ce serait un petit peu... un petit peu léger comme excuse, mais ça pourrait être ça. On aura évidemment la réaction de Daenerys à sa première défaite, et peut-être que du coup elle va devenir un peu plus vindicative, hein, vous voyez, elle va devenir un peu plus... se rapprocher beaucoup plus du dragon que du mouton.
Elle va se dire, bon bah ok, si on est aussi mal barré que ça, autant foncer dans le tas et tant pis pour les pertes civiles, quoi. Parce que bon, je veux mon trône quand même, bordel de merde. C'est ça le plus important. Tyrion va avoir de plus en plus de mal au fur et à mesure des défaites de Daenerys. Même si bon, je m'attends pas à ce qu'elle en fasse beaucoup trop en plus. À mon avis, la conquête de Castral Rock, elle va être victorieuse. Donc ça devrait aller mieux. Mais si elle se prend encore un gros revers comme ça, il se pourrait qu'elle devienne complètement maboule. Peut-être que ce sera à la mort de l'un de ses dragons qu'elle deviendra méchante. Peut-être que c'est une fois qu'elle aura attaqué Port-Réal et qu'elle aura perdu un de ses dragons dans la bataille, qu'elle va devenir... Parce que c'est la mère des dragons, quoi. Donc si tu butes un de ses bébés, ça y est, elle sera complètement folle et incontrôlable. Et là, ça pourrait être un événement suffisamment important et percutant pour qu'elle devienne méchante. Je viens d'y penser à ça, mais c'est pas con en fait. Et puis à Port-Réal, on aura donc la confrontation entre Cersei et l'Arya Sand. On aura aussi un petit peu de Bronn et Tyenn, Tyenné, enfin je sais pas du tout comment on prononce son prénom à elle, mais la seule Aspic des Sables encore vivante, la celle qui est jouée par l'actrice qui ressemble à Najat Vallaud-Belkacem, voilà, elle. Ça s'écrit T-Y-E-N-E, son prénom, et comme il me semble qu'on ne l'a jamais prononcé de toute la série, je sais pas comment ça se prononce, j'hésite entre prononcer Tyenn et Tayin, parce que ça me semble être les deux prononciations les moins nulles, vu que c'est anglais, parce que c'est Sand quand même, son nom de famille. Tien Sand, ça fait un peu bizarre. Tayin Sand, c'est déjà un peu mieux, donc je pense que je vais l'appeler Tayin. Bon bref, vous voyez de qui je parle. Celle qui a un petit peu hypnotisé Bronn avec sa poitrine. Bon bah ils vont se revoir puisque Bronn est à Port-Réal avec Jaime et que Tayin est en partance pour Port-Réal dans le bateau de Euron. Donc ils vont se revoir. Peut-être même que Bronn va décider de les libérer. On sait pas. Peut-être. On n'en sait rien. Et puis, à Port-Réal toujours, on devrait avoir le mariage entre Cersei et Euron. Peut-être pas dans l'épisode prochain, mais en tout cas, ça arrivera. Je m'attends pas non plus à ce qu'ils en fassent des caisses. Parce que c'est un mariage qui a un peu décidé à la va-vite. Et puis, je vois pas vraiment d'intérêt à faire un épisode qui se concentre uniquement sur le mariage, qui prend bien son temps, un peu comme pour le mariage de... Oh, comment elle s'appelle, elle ? De Marjorie et Joffrey, qui avait pris quasiment un épisode entier, l'épisode 2 de la saison 4, que je vous conseille d'ailleurs, c'est probablement un des meilleurs épisodes. Je pense pas qu'on refasse autant de froufrou ou pareil pour le mariage de les noces pourpres de l'épisode 9 de la saison 3 qui était un mariage aussi, mine de rien. Les mariages dans Game of Thrones, en général, ça donne des personnages importants qui meurent. Ouais. Là, il n'y a pas vraiment ça, il n'y a pas vraiment d'intrigues spéciales multiples qui ont mené à ce moment. Je pense pas que les scénaristes en fassent des caisses. Ça m'étonnerait même qu'il y ait une cérémonie officielle. Enfin, ce serait expédié par la mise en scène de manière assez rapide. Il y aura un prêtre qui les lira par les liens sacrés du mariage. Pif pouf, caramel. Fin de l'histoire. Je pense que Cersei avait une volonté de tuer Euron après l'avoir épousé. Mais vu à quel point il a été efficace, je pense qu'elle va revoir sa position. Ou alors c'est moi qui délire complètement et elle a jamais pensé à faire ça, mais... En tout cas, moi je voyais bien Cersei se débarrasser de Euron à partir du moment où il commençait à devenir un peu trop collant et puis très intéressant en termes de combat. Mais vu tout ce qu'il a réussi à faire, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je m'attends aussi à ce qu'on revoie Nymeria. Et je me suis demandé un petit peu quel serait l'intérêt, qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans la série. Je pense pas qu'elle se mette au service d'Arya. Par contre, Bran peut encore prendre le contrôle des êtres vivants. Et comme son loup, lui, est mort,
peut-être qu'il va se rabattre sur Nymeria. C'est possible. Je verrais bien Bran prendre le contrôle de Nymeria pour contrôler un loup et faire des trucs dans une bataille par exemple, contre l'avis de Nymeria elle-même d'ailleurs, qui lui en voudrait, voilà, qui voudrait garder le contrôle parce que c'est une louve indépendante et tout ça, mais bon, dans l'urgence, il pourrait prendre le contrôle de Nymeria. De toute façon, s'il prend pas le contrôle de Nymeria, il prend le contrôle de Fantôme, qu'on n'a pas vu d'ailleurs depuis le début de la saison. Je ne sais pas s'il ira avec Jon jusqu'à Père Dragon, ou s'il restera à Winterfell avec Sansa et Brienne, mais si Bran arrive et que Fantôme est à Winterfell, il pourra prendre le contrôle de Fantôme. En tout cas, il faut qu'on se rappelle que Bran peut encore prendre le contrôle d'êtres humains. Voilà donc ce à quoi on peut s'attendre dans le futur moyennement proche de Game of Thrones. Voilà mes prédictions, et il est temps que je termine cet épisode qui est beaucoup trop long. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, si vous l'avez suivi jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques jours pour mon retour sur l'épisode 3 de la saison 7, qui devrait sortir un peu plus tôt dans la semaine, parce que là je sors mes épisodes plutôt genre le week-end que véritablement quelques jours après la diffusion de l'épisode en lui-même. Là je serai beaucoup plus au taquet, parce que je serai notamment rentré chez moi, et que j'aurai les moyens nécessaires et les lieux aussi pour filmer ce genre de vidéo, donc ce sera cool. Voilà, je vous dis donc à dans quelques jours. En attendant, prenez soin de vous, à la fois prochaine, ciao.